Da unes decennies adichà, té pla vengut d'encontrades suei la vostra emissió en occità que hi ha au Consell Regional de Nauer-Aquitània, que és qui vam fer, e bé, qui vam parlar de la llei Molac, tadaco que vam encontrar Charline Clavó, conseillère regional et présidente de l'OPLO, l'Offici Public de la Langue Occitane. Més que sabet la vostra emissió que comença tous temps de Blufred et de Bocquei. Que n'hi ha prou dos patrus, nu a la patronimia. Oui, que parlam de patronimia. Non, la patronimia n'est pas la science dos patrus, mais la dos noms, que parlam dos noms de famille, dos patronymes. Une bonne partie de las personnes qui vivent en la nostra région ont un nom qui a une signification en occitan. Papes. Ah, que t'aperes la borde, une pla occità et de Gascugne. Ah, la borde, que senteix la campagne, las vaques, le village. Ouais, segur. Et bus, le vostre nom? Matricule 69877. Bon, pas tant poétique. En realitat, que m'aperi l'Ustau. Ah, l'Ustau, los vesis, los amics, la famille, l'endret on est grandit. Los noms de famille ont donc une signification, mais ce ne savait pas l'occitan que pot estar mystérieuse, a tal que podem trobar une série de noms prou corrents. La borde, l'Ustau ou l'Ustal, la lane, la coste, Busquet, la peira, l'abadie ou abadie, l'arieu, du prat ou prat. Mais qu'il y a també noms de mestiers. Fournier, faure, moulinier, baquer, notari ou enquer crabé. A tal, u coper que dava noms en fonction du mestier. Eh, tu abe papes? Il forse pla comprès. Aquí le meu passeport. Vostre nom est pla Léon Castagnier? Me semble estrany, co. Bé, mon pare s'appelle Castagnier, és de Briva, ma mare s'appelle Ducassa i és de gent, és pas la mateixa branca d'arbre. Avete comprès? No. Això és de patronimia mesclada amb de botanica. Donc, vedem que per los noms de família nes cau pas deixar anar als prejutjats. E també que cau haver humor. Acabats los contròls d'identitat du coper. Alar sui passat a la verificació patronimica. Et que es tornam trobar au Consell Regional de Nauer-Aquitània, qui vam parlar de la llei Molac, et d'accord, et que vam encontrar la nostra convidada, notre invité, c'est Charline Clavaux. Bonjour. Adi Schatz, bonjour. Alors, vous êtes à la fois conseillère régionale et présidente de l'OPLO. L'OPLO, c'est quoi? Alors l'OPLO, c'est un partenariat entre l'État, le ministère de la Culture et celui de l'Éducation nationale et les deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il a été créé en 2016, c'est l'un des derniers offices en date dédiés à une langue régionale qui a été créé. L'office catalan aussi a été créé à peu près à la même période, mais par exemple l'office basque a peut-être plus de 20 ans maintenant, l'office breton existe également depuis longtemps, et la mission de cet office, c'est principalement la transmission de la langue occitane, et particulièrement à l'école, puisque aujourd'hui la transmission au sein de la famille ne se fait pratiquement plus. Donc pour sauver cette langue et pour faire en sorte qu'elle soit encore transmise, on table sur l'école. Donc notre premier objectif, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre d'élèves apprennent la langue occitane à l'école. Et le second objectif, c'est de socialiser la langue. En fait, ça veut dire développer l'usage de la langue, faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus présente dans l'espace public. Et également, une autre mission, c'est d'aller travailler un petit peu les représentations qu'ont les habitants de cette langue et de cette culture, puisqu'évidemment, quand vous êtes à 7% de personnes qui la parlent et que vous devez arriver à 30 pour qu'elle soit sauvée,
il faut aller chercher chez ceux qui ne la parlent pas encore et donc revaloriser l'image de cette langue auprès d'eux. Voilà, donc aujourd'hui l'Office c'est un budget de 3 millions d'euros à peu près, c'est une équipe de 8 personnes et 22 départements à couvrir. Donc c'est en vérité peu de moyens face à l'ampleur de la tâche, mais enfin on essaie de trouver des solutions. Le cœur du réacteur, en quelque sorte, c'est l'enseignement. Et dans l'enseignement des langues régionales, il y a eu une petite révolution dernièrement, ça ne vous a pas échappé j'imagine, c'est la loi Molac. La lei Molac, justement, abans d'en discuter amb Charline Claveau, que vam ensaiar de descobrir ce qui est, quina hi està debutada, quina hi està de pensada. Que hazeb 70 anys. 70 ans després la darrera lei entre les llengues regionals. Après Dexon en 1951, que hi ha donc la lei Molac en 2021. Una lei qui perpose mantues accions a ajudar les llengues, ensenyament immersiu dans l'escola publique, forfait escolar a escoles privades com Calandret et senyalització bilingue. Una lei passada contra l'avís du govern. Qu'en aucun cas, la maîtrise de la langue française est mise à mal. Bien au contraire, les résultats au baccalauréat sont probants, sont même excellents. C'est pas la peine d'avoir des postures sur le séparatisme et ensuite, à chaque fois qu'on rentre dans le concret, d'être dans l'exception. C'est pas la peine de faire ça. Vous avez un cœur, mais chez vous, la nuque est raide. C'est ça le sujet. L'uniformité, le jacobinisme, le refus des différences, le refus de la singularité. Monsieur le ministre, jamais un enfant ou un parent qui ne veut pas mettre ses enfants dans ce genre de filière n'y sera obligé. E la lei qu'ei passada fi finale, los deputats bretus qu'encantaven d'anwans la massada nacionala d'abde segu, lo Paul Molac, l'home à l'origine d'aquera lei, que descobri lo Palais Bourbou en 2012 quan estu elegit deputat de Morbihan après haver passat annals a militat a l'ensenyament du bretu dans l'escola publica. E a tau de segu com deputat que continue et tu combat. Archana da ravardro peptra. Met gwire, me awa un tammik stumet lié evit barvardro ar bazonek a gargaloek a me moarc'hoant lakad ar ski an prenetze evit servich ar yezou. Hag chetuperag moa kiniget al lezen e do vilpemzek, zo beskarzet. Moi, chikouret evit unanal zo be kiniget e do vilseitek. Hag ben ar fin, moa adgred unan a kiniget ur bloazo. Mais en 2021, Paul Molac a sentit une évolution de las mentalitats, sobretot quan los senatus han hornit articles supplémentaires au sous-projecte de lei, une victoire de la persuasion. Red e ober pédagogiez er brojou pugur an dun a zonj ben ar fin ne helom ket deski diouiez pe ma viché deske brezonek ben ar fin evo diez a manchou e galek. Mais ne ket mosse evegret. Ne ket mosse. Evelon mad diouiez an eliez a serviche ben. E aos deputats de la majoritat qui hazeben reproche d'haver escrit le texte chens lo govern au nom du subgrup parlamentari Libertat et Territoris, Paul Molac respon qu'a volut construire une lei complète d'ab les associations de terrain. Red e lakad an traoù varvel, evit ma viché tapet gant ar gevredigez hag mosse evo ar ganadet evo red deo lavarout bon mezo a dup et mezo a enep. Mosse vegret modal, ma viché gret en arrog gant ar gouvernement ne viché ket lezen ar gevredigezhou e viché lezen ar gouvernement. La lei Molac est d'une passade étape Québec, Conseil constitutionnel. Charline Claveau, cette loi Molac, d'abord vous en tant que présidente de l'OPLO, donc investie dans les langues régionales de votre région, qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, j'en attends déjà de sécuriser ce que l'on fait déjà. Parce qu'il faut savoir qu'une grande partie de ce qui est stipulé dans cette loi, en fait, est déjà à l'œuvre dans les régions, dans les territoires. C'est-à-dire qu'on conventionne déjà avec les académies, on met déjà en place de la signalétique bilingue, par exemple. Donc, il y a tout un tas de dispositions qui étaient déjà expérimentées avec succès depuis longtemps dans les territoires. Mais ce qui est intéressant, c'est que
cela vient conforter et légitimer notre volonté et nos demandes vis-à-vis notamment des académies, par exemple, puisqu'évidemment, vous êtes toujours en partenariat et donc il faut que vos partenaires aussi comprennent la démarche et l'acceptent. Ça vous donnerait plus de poids? Oui, concrètement, oui, puisque je vous donne un exemple. La grande question, ce sont aussi les moyens attribués pour développer, par exemple, l'enseignement. Et concrètement, un des articles de cette loi, et c'est là une nouveauté, stipule que le but est de proposer à tous les élèves un enseignement en langue régionale. Donc ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, on n'est pas du tout dans l'obligation, on reste sur une proposition. Là, c'était très important puisqu'effectivement, sinon, ça aurait peut-être devenu un peu anticonstitutionnel. Le risque était fort. Donc on est sur une proposition, mais il y a cette idée de généralisation. Et donc, ça signifie que nous, quand on demande à ouvrir des classes, quand on demande à pouvoir offrir une offre généralisée et donc en passant par des formations de professeurs, on doit pouvoir quand même là avoir des arguments plus forts vis-à-vis des rectorats pour nous faire accorder plus de moyens. D'accord. Donc cette loi, elle a quand même un élément central qui est effectivement l'enseignement, notamment l'enseignement immersif. On en parle beaucoup, ça fait les gorges chaudes. Quelle est la réaction des militants? Quelle est la réaction du monde qui travaille à l'entour d'aquest enseignement immersif et dans le secteur public? Et bien, quand même, rencontrer le monde de DOCBI, qui est l'association qui s'en occupe. Clemence Flurux, qui a répondu à nos questions. L'association OCBI accompagne et qui est la promotion de la création de classes bilingues en occitan dans l'école publique. Tadets, la lei Molac qui peut changer her des causes permet de seguir le passage du bilingue à l'immersiu, mais ce n'est pas la seule cause qui pourrait progresser à l'occitan. Il y a deux éléments qui sont des comptes à nous autres. Le permet qui donc d'arren là, normalement, la possibilité de pouvoir orbi classes bilingues immersives, donc d'augmenter la part d'Occità, enfin, de l'elenco régional ensenyada, que si l'elenco, et donc de passer à la paritat horari. Codara, que veritat que nous autres en l'Académie de Bordeaux, donc effectivement, en l'elenco nostre, qui era la paritat horari en le public, qui era la norme. Adara que vam poder trespassar, donc aquesta paritat horari, t'ha anar de cap a 60, 70, 80%, et perquè pas en mai rau, abastar l'immersiu sencer. Et donc, à quoi que serait coucaré de navetti. Le deuxième point, et on t'a répondu de façon sincère, que la normalisation de l'enseignement de las lengues régionales, donc, que vous dire que d'arren davant, las lengues régionales que deven estar ensenyades en los horaris oficials. Que sera surtout utile, que sera? Oui, que acco, en fait, que est important à nous d'haver d'espodem parar sur la lei. Quan avem nosaltres, per exemple, reients que han veient d'anar més lluny que la paritat, actualment, legalment, no poden passar. E se n'han l'enveia que vol dir que pedagògicament que senteixen la causa com un ajusté, com un valor ajustat taus mainadies, una vertut. Donc, ça ve d'anar tau que cau que pusquin anar co-cap de les causes. Donc, d'aquest punt de vista, evidentment, que ne sera pas le bastó d'Harry Potter, mais le bastó à caminar, à s'emparar dessus, à anar més lluny. Donc, à quoi qui est plat. La difficulté à cops que il tabe de convaincre los pais, mais tabe les équipes pédagogiques. Que aquí le bronc, que es van parlar clarament, en tota honestedat, effectivament, la trava maia qui coneixem nosaltres au nivell de la mesa en plaça de les corderes bilingües, que la posició de les equipes pedagògiques. Resubent les famílies que comprenen l'interès i les vertuts del bilingüisme del riu en l'enco regional i en la nostra lenco assiu, evidentment, que comprenen her pla, mais effectivament la darrera trava que hi ha de les equipes, que veuen arribar a aquest dispositiu concurrencial d'una educació unilingüe clàssica, ce qui n'est pas briga el cas, evidentment. Donc, arribar a l'immersiu en aquestes escoles, que va y haver tot un caminament de pensada a mià, convèncer les famílies a que va estar el nostre treball, convèncer les equipes pedagògiques a qui que és l'ú de l'educació nacional i que us vam evidentment acompanyar sur aquesta via. Charline Claveau, on voit que ce n'est pas forcément
un petit bâton magique qui va tout régler, cette loi. Non, absolument pas. Alors, pour ce qui est de l'enseignement immersif, effectivement, désormais, la loi le reconnaît comme une modalité pédagogique pleine et entière, fait sauter le statut d'expérimentation quand on parle d'immersif dans l'école publique, puisque jusqu'à présent, c'était une disposition de la Convention qu'avait signée l'Office. Il était possible d'expérimenter l'enseignement immersif dans le public. Ça n'a jamais été fait pour l'instant pour la langue occitane. Par contre, au Pays Basque, vous avez une vingtaine d'écoles publiques aujourd'hui qui la proposent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la loi dit également que les écoles associatives qui proposent cet enseignement immersif vont pouvoir recevoir le forfait scolaire pour des élèves qui ne sont pas issus de leur commune. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, pour les calendrettes, parfois jusqu'à 2/3 des élèves ne sont pas issus de la commune d'accueil. Donc, il y a un manque à gagner financier pour pouvoir offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles aux élèves qui est important. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, c'est cet article qui fait l'objet d'une saisine auprès du Conseil constitutionnel. Donc, on ne sait pas vraiment si cet article pourra effectivement être entériné dans la loi. Voilà. Après, effectivement, ça ne règle pas tout puisque le problème reste le même. Il faut des enseignants et il faut des moyens pour former des enseignants. Donc, c'est là le vrai enjeu finalement pour l'enseignement de la langue occitane. Vous l'avez dit, il y a une saisine du Conseil constitutionnel. Alors, on ne sait pas, on imagine qu'elle ne sera pas encore réglée quand l'émission sera diffusée. C'est une émission enregistrée. Mais est-ce que c'est une saisine qui vous fait peur quand même ? Alors, oui et non. C'est quand même ubuesque cette situation, puisque je rappelle quand même ce qui s'est passé avec cette saisine. C'est que l'Assemblée nationale a voté à la majorité, et donc y compris des élus de la majorité gouvernementale, cette loi. Et ces mêmes députés, une soixantaine d'entre eux, ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester un article de cette loi que leur propre majorité avait voté auparavant. Et donc on se retrouve dans une situation où le gouvernement est chargé de défendre auprès du Conseil constitutionnel un article de loi, d'une loi qu'il lui-même conteste. Donc ça devient complètement schizophrénique comme affaire. Très franchement, je ne suis pas très inquiète sur cette saisine. On voit déjà que certains députés finalement disent qu'ils ne sont pas signataires ou qu'ils ne l'avaient pas voulu. Ce serait intéressant peut-être qu'ils fassent attention à ce qu'ils signent quand on leur demande. Voilà. Et est-ce que le Conseil constitutionnel va considérer que la saisine tombe puisque finalement il n'y a plus 60 députés, ou est-ce qu'il va considérer que finalement c'est signé, donc maintenant c'est fait? Ensuite, il faut voir que le Conseil constitutionnel a 1 mois pour donner une décision. C'est un délai très court. En ce moment, il est également saisi sur la loi sur la sécurité globale, donc des délais assez contraints. Donc le risque qu'il se saisisse de l'ensemble de la loi est assez faible, à mon avis. Après, sur la décision sur l'article 6, si la saisine est maintenue, nul ne peut le dire. Alors on va continuer de parler de cette loi et de ses effets si elle ne passe pas sous les fourches codines du Conseil constitutionnel. La lei Molac que avem encontrat Eric Roulet che a enseignaire du secundari, del liceu e che è militant de lungues e che vorrebbe abedrin il suo sentito già quella lei e più l'impact che potrebbe avere del suo treball e del suo militantismo. Eric Roulet, che passait toute la sua vita a défendre et enseigner l'Occità. Aquest professor de secundari du Sud Gironde che ha vist arribar la lei Molac d'abher de bonheur de segur, mais sta det ad ara que cau obtengue meians ta poder utilitzar l'utis. Va falloir s'endraillar cap à la formation. Vraiment que l'utis n'est pas de bon utilisateur à l'Eurodar. Podem pas l'utiliser. Va falloir sopurmei s'endraillar cap à la formation. Forma professors. Je pense que va ouvrir la possibilité. Que nous va permettre d'avoir une base légale pour pouvoir demander la formation des professeurs, pour pouvoir demander la création de classes bilingues au secondari, c'est-à-dire la seguida de las classes bilingues du primari ou de las classes d'immersion. Ainsi, en Sud-Gironde, de toute façon, calendret et las classes bilingues, tout le monde se tourne trouver en Chaïsaba au Medici Collège. Donc, nous avons une base légale, une chose fort importante, et une légitimité. Et à cette légitimité, si c'est continue, c'est-à-dire si continuons de parler de cette loi dans les médias, à la radio, à la télévision, à cette légitimité peut que s'expandir. Et a canviat xic les mentalitats. Comencem
d'esta presa au serios. Me pensi che zacco che va cambiare. Va fare dannado sa chi t'ave, mes en partir du moment que 300 deputats s'engagen per les llengues regionals, podem pas mai estar considerat com arnopis. Aquele lei que arriva all'ajuda do primari, quando la situazione del secondari è Catastrophique. La perte de l'option, de la valorisation de l'option au bachillerat, est une catastrophe per l'enseignement de l'occitan. És evident. En Gironde, de quasi tots els liceus han barat. En Aquitani, pensi que hem perdut, n'hi pas els xifres, més que hem perdut quasi la meitat dels mainatges. I nosaltres a l'Engu hem perdut quasi la meitat dels mainatges, més d'amorament quer, però que n'avèiem hort, que avèiem un centenar de mainatges al liceu que estudiaven l'occità, nous hem de mort 44, és pas mal, però n'avem perdut la meitat. Però que l'amour de l'occità suffit pas. Un mainatge que s'habita s'habita au liceu. És pas un joc, el liceu, és pas un centre d'animació, és un endret per se bastir. I quan un mainatge passe 3 hores de son temps de liceu a estudiar une langue et une culture, per pas arrêt au bachillerat, 0,7 12 punts, donc pas arrêt. C'est pas une question. Mais dis Simon l'Occitan. Charline Claveau, on voit qu'il y a de l'espoir avec cette loi, l'espoir de voir arriver de nouveaux élèves d'ici quelques années, mais en ce moment, pour Éric Roulet-Quier, professeur de lycée, c'est un peu compliqué quand même. Oui, il a raison de souligner la situation au lycée qui est absolument catastrophique puisque la première année de mise en place de la réforme du baccalauréat et du lycée, on a perdu 30 à 50% des effectifs, idem à la rentrée dernière. Donc on a vraiment une désaffection et ça c'est lié au fait que dans cette réforme-là, l'option occitan est complètement dévalorisée. Elle compte pour moins de 1% au bac. Et donc nous avions demandé à ce qu'un traitement un peu particulier soit fait pour ces options en langue régionale et malheureusement nous n'avons pas été entendus. Et ce que nous défendons, c'est le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une option, il ne s'agit pas seulement de l'intérêt du parcours de l'élève, mais également d'une responsabilité de l'État par rapport à la sauvegarde des langues régionales. Et si l'on croit que les langues régionales peuvent seulement avoir une approche patrimoniale dans leur politique, on se trompe complètement. Ce n'est pas un patrimoine comme les autres, ce sont des langues qui sont vivantes et la seule manière de les protéger, c'est donc qu'elles puissent continuer à être transmises. Malheureusement, aujourd'hui, il y a cette loi, mais il n'y a toujours pas de stratégie de l'État. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, que c'est compliqué pour l'État de penser une stratégie pour les langues régionales. Je rappelle qu'il y en a 75 en France et elles n'ont pas les mêmes réalités sociolinguistiques et en plus, elles ne concernent pas tous les territoires. Donc pour l'État, c'est un exercice qui demande beaucoup d'agilité et clairement, la France n'est pas tellement habituée à cela. Mais néanmoins, nous, c'est ce qu'on fait en région. Et ce qu'il faut penser, ce n'est pas l'uniformité, c'est l'harmonisation, c'est comment on va agir au mieux pour chaque langue. Et cela, l'État ne s'est jamais vraiment posé la question, alors même qu'aujourd'hui, on a les territoires qui frappent à la porte. Et c'est ce que dit cette loi Molac. Cette loi Molac, aujourd'hui, elle n'arrive pas à n'importe quel moment. Elle arrive également à un moment où il y a une certaine maturité des politiques publiques qui ont été menées pour ces langues régionales au sein des territoires. La Bretagne, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, etc. Je ne parle même pas d'outre-mer, mais voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il est temps que l'État prenne un peu ses responsabilités jusqu'au bout. Et il faut avoir une traduction gouvernementale du choix qu'ont fait les parlementaires. Et ça s'appelle peut-être des états généraux des langues régionales. Et en tout cas, ça nécessite une stratégie qu'on sache avec quelles règles on joue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit bien que ces langues régionales suscitent beaucoup de réactions presque épidermiques. Si la loi Molac passe, si elle n'est pas invalidée en quelque sorte par le Conseil constitutionnel, on sent bien que le gouvernement, vous l'avez dit, risque d'opposer, lui, des résistances après à sa mise en pratique. Est-ce que, en tant que conseillère régionale, en tant que présidente de l'OPLO, vous avez la possibilité, vous, malgré ces résistances, de vous servir de cette loi ? Oui, complètement et assez concrètement. Je donne un exemple. On est en train de mettre en place la signalétique sonore, donc
plurilingue, bilingue dans les TER en Nouvelle-Aquitaine. On travaille avec la SNCF pour cela et jusqu'à présent, le cadre juridique et législatif n'était pas simple. Et typiquement, cette loi, sur cette expérience-là précise, va vraiment nous aider et va écarter tout doute sur la faisabilité. Il va nous aider à mettre en place cette signalétique avec des partenaires, et en l'occurrence la SNCF. C'est la même chose pour la discussion avec les rectorats. Évidemment qu'il y a des résistances passives attendues, en tout cas pour ma part, au niveau ministériel. Et on a un certain nombre de demandes vis-à-vis de... mais avec les rectorats, je rappelle que, alors ça dépend des rectorats, mais on a travaillé et on a avancé avec eux et on a réussi à construire des dispositifs qui ont beaucoup de succès. Et les rectorats participent aussi à ce succès, en faisant en sorte que la communication soit bien faite, que l'information passe, etc. Et je pense que ça va nous permettre de pouvoir aller plus loin parce qu'on aura une assise légale claire et surtout symboliquement, on aura une majorité représentative. Parce que vous parlez de résistance et de réaction épidermique. Ce que je trouvais intéressant dans le vote de cette loi, c'était que pour moi, il y avait une digue idéologique qui tombait. C'était que finalement, ce qui ressortait, c'était désormais une fierté par rapport aux langues. C'est ce qui est ressorti de pratiquement toutes les interventions pour, évidemment, au sein de l'Assemblée nationale. Donc, symboliquement, on voit que ce n'est plus si épidermique que ça, finalement. En tout cas, l'Assemblée dit que la majorité pense que c'est une bonne chose. Merci, Charline Claveau. Merci. E che deixam lo Consell Regional de Nauer Aquitània, che è la fi de contrades e la vostra emissió che è acabada, mas que es tornam a trobar tot dia en fi de matiada sus Noa e lo diumenge en alternància d'Abcirita sus France 3 a 17 e bona setmana.